Alors, dans InDesign, on va créer un nouveau document. Donc, format A4, mais je ne vais pas demander des pages en vis-à-vis pour commencer, parce que ça va compliquer un peu les choses. Je vais faire un document uniquement, ce sera uniquement imprimé en recto. Donc, page A4. Je décoche page en vis-à-vis. Au niveau des dimensions de gouttière, etc., on va aller changer ça par la suite. C'est l'occasion de voir qu'on peut le changer, même si on oublie de le faire ici. Ok. Donc A4 orientation portrait, 100 pages en vis-à-vis, je clique sur OK. Au niveau du nombre de pages, on n'a pas indiqué le nombre de pages qu'il nous fallait. C'est pas grave. Donc comme vous le savez, le document ici utilise le gabarit A. Si vous allez dans la palette pages, vous voyez que la page 1 utilise le gabarit A. Ok. Alors je vais aller modifier les valeurs de marge, surtout celles du dessus et du dessous. Et pour ça, je vais aller modifier le gabarit, parce que les marges, elles viennent du gabarit. Je double-clique sur le gabarit. C'est bien lui qui est affiché. Dans la petite case en bas à gauche de la fenêtre, je vois qu'il est indiqué gabarit A. Je vais dans le menu page, marge et colonne, et je vais indiquer que je vais casser la chaîne ici. Je veux des marges différentes, donc je casse la chaîne et j'indique ici 20 mm de tête et 30 mm de pied par exemple. Voilà. Avec la petite case aperçue, une fois que j'ai modifié quelque chose dans un cartouche, je fais la touche tabulation pour valider. La case aperçue est cochée, donc je vois directement derrière ce que ça va donner. Ok? Donc j'ai ma zone dans laquelle va se trouver le texte en fait. Et en dessous ici, ce sera pour la numérotation automatique et des informations supplémentaires s'il faut. Ok, donc si je retourne maintenant sur la page 1, elle a les mêmes marges forcément. Alors, je vais insérer d'autres pages. Donc, menu de la palette pages, insérer des pages. Bon, c'est une des manières de faire. Menu de la palette pages, insérer des pages. Je vais insérer par exemple 15 pages après la page 1 ou à la fin du document, ça revient au même. Et elles vont utiliser le gabarit A. Ok, donc voilà mon document, 16 pages, pas en vis-à-vis. Je vais enregistrer. Déjà maintenant, j'enregistre. Voilà. Donc 16 pages recto par exemple. Alors je vais faire la numérotation automatique. Donc ça va se faire dans le gabarit bien entendu. Donc je double-clique sur le gabarit A. Et dans le bas ici de la page du gabarit, je vais créer un bloc texte. Donc avec l'outil texte, je vais par exemple tracer un bloc. Ok, avec l'outil texte, je vais tracer un bloc ici. Voilà. Alors ce bloc, je peux le positionner précisément par rapport à la page. Donc il y a différentes manières de faire. Avec la flèche noire, je prends le bord du bloc et quand je le bouge, à un certain moment, je vois un repère vertical qui m'indique que le bloc est centré par rapport à la page. Donc ce sont les repères commentés. Les repères commentés, s'ils ne sont pas affichés chez vous, normalement ils sont affichés parce qu'on a remis à 0 InDesign, mais s'ils n'étaient pas affichés, ce serait dans le menu affichage, grille et repères, et il faudrait enclencher ça ici. Les repères commentés, donc ils servent à placer des éléments par rapport à d'autres. On est d'accord? Alors il existe une autre manière de centrer un élément par rapport à la page. Je vous le montre ici. Voilà, je mets l'élément sur le côté. Je vais dans le menu Fenêtre,
objet et mise en page, alignement. Alors ici, je vais demander d'aligner ce qui est actuellement sélectionné, mon élément, aligné sur la page, et je vais faire un alignement dans le sens horizontal. Et voilà. Donc, c'est possible, ça marche aussi, ça. Donc, dans ce bloc, je vais créer une balise de numérotation automatique. Donc, avec l'outil texte, je clique dans le bloc, on a le curseur qui clignote, bouton droit de la souris, insérer un caractère spécial, marque, numérotation de page active. Alors, à cette formation-ci, on va également voir les deux autres. Donc, c'est ici marque, numéro de page active. Et vous avez une balise A qui apparaît. Cette balise A, si je vais sur n'importe quelle page maintenant, je double-clique, je vois qu'elle apparaît, c'est le numéro de la page. Donc je retourne sur le gabarit, et pour faire les choses proprement, je vais centrer horizontalement le texte ici, la balise, je vais la centrer dans son bloc. Donc j'utilise l'outil de centrage ici, ou faisons-le de manière simple, menu texte, paragraphe. Voilà, via la palette paragraphe, je vais centrer horizontalement. Ensuite, je vais centrer verticalement. Je vous rappelle que si vous êtes dans CS4, ça ne marchera qu'avec des blocs rectangulaires. Dans CS5, le centrage vertical fonctionnera même avec des blocs ronds ou de n'importe quelle forme. Donc ne vous étonnez pas si vous êtes dans CS4, le centrage vertical ne fonctionnera que sur des blocs rectangulaires comme celui-ci. Menu Objet, option de bloc de texte. Et ici, j'indique que l'alignement, la justification verticale, c'est pas le haut, mais c'est centré. Et voilà, on voit que c'est au centre. Ok, donc centrage dans les deux sens, horizontalement, verticalement, même si le bloc n'apparaît pas, ce n'est pas ultra nécessaire ici, mais on est arrivé à faire un centrage. Donc si je retourne sur mes pages, je vois que le numéro est bien centré sur la page. Il n'y a pas de problème. On pourra changer son aspect plus tard si on veut. Ça n'a pas une importance énorme ici. On va dire que pour l'instant, c'est bon. Il y aura des informations supplémentaires à mettre éventuellement. On pourra tester pour le mettre sur la droite parce que, vu que c'est un document uniquement recto, ce serait bien que ce soit sur la droite. Enfin, tout est possible. Mais ce qui va nous intéresser ici maintenant, c'est les blocs texte. Donc on va créer un bloc texte sur le gabarit. Donc ça va être un bloc qui va se retrouver sur toutes les pages. Donc je double-clique sur le gabarit dans la palette page. Je suis bien en train de travailler sur le gabarit. Alors pour créer le bloc texte, je vais peut-être sur le gabarit créer des repères. Ce sera peut-être pas mal ça. Donc menu page, créer des repères. Je coche la case aperçu. Voilà. Je vais mettre des colonnes. Alors, des colonnes relatives aux marges. Donc, plutôt que de diviser la page, dans ce cas-ci, en 6, ça va diviser la zone intramarge en 6. Donc, ajuster les repères aux marges. Voilà. 6 comme ça peut être bien. Je peux faire également 6 rangées. Et gouttière, je mets 0 pour les deux. Voilà. 6, j'avais dit. Voilà. Ok. Donc ça peut m'aider à construire mon document. Ok. Donc, si je retourne sur les pages, ces repères qui ont été créés dans le gabarit, ben, je les retrouve sur toutes les pages. Bon, ils sont peut-être un peu trop présents visuellement. Je vais les faire un peu plus discrets quand même. Donc, je retourne sur le gabarit. Donc, vous allez les sélectionner avec la flèche noire. Le problème, c'est qu'il y a le bloc qui se sélectionne aussi. On va faire des calques. Ce sera plus simple. Faisons des calques. Les calques, ça sert à ça aussi, à séparer les éléments pour plus facilement les sélectionner. Donc, palette calque. Il y a d'autres solutions, hein, mais autant utiliser les solutions modernes. Palette des calques.
je vais double-cliquer sur le calque ici, le renommer repère. Ah, et je peux peut-être indiquer, pour être clair, gabarit A. Voilà, ils sont dans le gabarit A, ces repères-là. Gab A repère. Voilà. Et je vais créer un autre calque que je vais appeler Gab A. Donc en fait, tout ce qui se trouve dans le gabarit A, ça va être sur des calques qui commencent par Gab A. Ça va m'aider à m'en sortir par la suite. Il faut avoir de l'ordre. Également utile si vous refilez le document à quelqu'un parce que vous avez eu la grippe et puis on doit terminer le document en urgence. Si c'est le bordel et qu'il n'y a que vous qui vous y retrouvez, c'est ennuyeux. Voilà. Je vais appeler numérotation auto. Et alors évidemment, je vais transférer mon élément sur le gabarit A ici. Mon élément, je vais le transférer sur le bon calque. Alors si vous n'arrivez pas à le sélectionner, c'est que vous n'êtes pas sur le gabarit A. Vous êtes sur une page. Par exemple, si je suis sur une page et que j'essaye de sélectionner cet élément, pas possible puisqu'il fait partie du gabarit. C'est le principe. Donc je vais bien sur le gabarit, dans la palette page, je double-clique, je sélectionne l'élément de numérotation et je le transfère sur le calque. Simplement, je prends le petit carré ici et je le déplace sur le bon calque. Voilà. Donc les vecteurs ont changé de couleur pour indiquer que ça fait partie du calque dont les vecteurs s'affichent en rouge. Et je vais verrouiller ce calque. Donc ça va me permettre d'aller travailler maintenant sur le calque repère. J'indique que je travaille sur le calque repère en cliquant sur lui. Je vais sélectionner tous les repères. Voilà, là ça marche. Il n'y a pas de problème parce que si précédemment j'essayais de sélectionner comme ça en faisant un rectangle autour de tout avec la flèche noire, ça sélectionnait aussi le bloc et mes repères, je crois qu'ils n'étaient plus sélectionnés à ce moment-là, ça posait problème. À l'intérêt d'avoir ça aussi sur un calque spécialement pour les repères, c'est que s'il m'ennuie à un certain moment visuellement, je fais ça, j'enlève l'œil. Bon, c'est vrai que dans le menu affichage gris et repères, on a masqué les repères. Mais ça, c'est pour tous les repères du document. Tandis qu'ici, je peux gérer l'affichage uniquement des repères du gabarit, si je veux, de ce gabarit-là. D'accord, vous avez donc verrouillé le calque qui contient la numérotation automatique. Vous avez activé le travail sur le calque des repères en cliquant sur lui. Sa vignette est en surbrillance. On sélectionne en englobant ou en faisant commande A. Commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC. Et on va aller changer la couleur des repères, c'est ce qu'on voulait faire. Menu page, repères de règles. Voilà, je vais voir si je peux les mettre en gris par exemple, ok. Donc ils sont en gris. C'est encore trop présent visuellement, je les sélectionne à nouveau. Menu page, repères de règles. On a du gris clair, ok. Ah oui, on peut aussi faire une couleur personnalisée là en bas si c'est pas encore assez clair le gris. Voilà. Ok. Voilà, donc là ils sont vraiment super gris clair. Hein. Donc dans le bas de la liste des couleurs, on a la possibilité de faire une couleur personnalisée. Ok, je vais enregistrer le document, je vais, pour les besoins de la démonstration, pour les besoins de la formation ici, je vais enregistrer très souvent en changeant le nom. Donc je vais rajouter un petit numéro à la fin. Comme ça vous récupérez, après la formation, vous récupérez tous mes documents, si vous voulez, pour regarder un peu l'évolution. Donc ne vous inquiétez pas, si j'enregistre très souvent en changeant le nom, on ne fait pas ça normalement aussi souvent en travail normal dans InDesign. Alors, je vais verrouiller le calque des repères, je vais en créer un nouveau, que je vais appeler Gab A bloc texte. Voilà. Et je vais tracer un bloc texte qui va s'étendre des marges intérieures ici jusqu'à à peu près les repères comme ceci. Voilà. Ah oui, on ne le voit pas. Vous le voyez là?
Voilà. Donc il est peut-être fort près de la couture, mais c'est pas grave, on va voir qu'on peut jouer sur la zone de marge intérieure du bloc, ce sera l'occasion. Alors, je reviens sur la page la 2 par exemple, en supposant que la 1 soit ma couverture. Je reviens sur ma page 2, donc je double-clique sur la page 2. Alors bien entendu, on ne va pas mettre de texte dans le bloc, dans le gabarit, sinon ce texte serait reporté sur toutes les pages. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller mettre un texte différent sur chaque page, mais ça va se servir de ce bloc. Alors le bloc, je vais le déverrouiller. Alors pour déverrouiller quelque chose par rapport à la maquette, par rapport au gabarit, c'est touche commande majuscule et on clique. Et voilà, il apparaît. Je suis bien sur la page 2 de mon document. J'ai double-cliqué sur la page 2 et je vois apparaître le bloc. Alors on va aller chercher rapidement du vrai texte dans Wikipédia, pourquoi pas. Donc peu importe le texte en fait. Bon voilà, je vais par exemple sélectionner ici le texte. Je vais remonter un peu ma fenêtre pour pouvoir faire le scroll automatique quand je suis en bas. Ok, donc faites attention, ne sélectionnez pas plus, il ne faudrait pas que ça sélectionne comme ça des choses, donc uniquement le texte qui nous intéresse. Oui, on va faire quelque chose comme ça. Donc nous avons un titre général qui va être plante, dans mon cas, un sous-titre qui va être climat, et des sous-sous-titres qui vont être là, plantes des régions tropicales, plantes des régions sèches, etc. Donc 3 niveaux de titres, c'est important parce que nous allons voir plus tard qu'on peut faire une table des matières automatiques dans InDesign et ça se base sur les différents niveaux de titres. Donc on va créer un document avec différents niveaux de titres. Ok, ça marche? Donc édition, copier, et puis je vais dans InDesign. Avec l'outil texte, je clique dans le bloc, j'ai donc le curseur qui clignote et je vais faire un coller. Voilà. Alors, les liens, tout ça ne sont pas passés. Si on voulait les faire passer, on pourrait. Et alors, vous voyez qu'automatiquement, si le texte est plus long que nécessaire, le bloc de la page 3 s'est déverrouillé tout seul. Voilà. On a un chaînage de blocs. Donc, ça c'est bien. Les blocs se déverrouillent au fur et à mesure qu'on a besoin d'eux, quand on fait du coller. Même si je tape le texte, ça devrait marcher aussi. Alors le chaînage, il y a du chaînage, là vous pouvez zoomer en arrière si vous voulez, vous allez pouvoir afficher le chaînage. Menu affichage, et vous avez peut-être directement là chez vous afficher le chaînage dans CS4. Par contre, moi je vais devoir aller dans les extras, affichage extra, afficher le chaînage du texte. Affichage extra, afficher le chaînage du texte. Donc, on ne voit pas le chaînage malgré que je viens de demander de l'afficher, mais il faut que j'active le bloc avec la flèche noire. Et là, je vois le chaînage. Je vois que le texte coule vers la page 2. Alors, ce qu'on peut faire, c'est taper un titre là au-dessus, et un titre et un sous-titre, en considérant que ceux-ci, ce sont des titres de 3e niveau. Donc, on avait dit, tout ça concerne le climat. Donc avec l'outil texte, je vais cliquer ici, au tout début, et je vais taper le climat, touche entrée. Touche entrée sur le clavier, la grosse touche, retouche Ario, pour indiquer que je fais une fin de paragraphe. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'afficher les balises pour voir comment le texte est mis en forme. Donc, les balises, menu texte, afficher les caractères masqués. Donc, les balises, vous n'allez pas les voir si vous êtes en affichage aperçu, c'est-à-dire l'icône ici de droite.
qui vous montre une prévisualisation du document tel qu'il sera imprimé. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Les balises ne sont pas visibles quand on est avec l'icône de droite enclenchée, et pas visibles non plus quand par hasard on a été enclenché aperçu de la surimpression dans le menu affichage. Malgré que je suis avec l'icône de gauche, je ne vois plus les balises. Ça, c'est parce que dans le menu affichage, aperçu de la surimpression est enclenché, donc ça, c'est le piège. Alors, les balises ici sont en vert sur fond blanc, c'est pas visible du tout, donc je vais aller double-cliquer sur le calque pour changer la manière dont les vecteurs sont affichés. Je vais les mettre peut-être en magenta, voilà, on les voit en magenta un peu mieux. Ok, je reclique là au-dessus et je vais indiquer le titre général du document ici, les plantes, pas les plates, les plantes, voilà. Alors, je vous rappelle l'astuce, si vous ne la connaissez pas ou plus. Quand vous êtes avec l'outil texte en train de modifier un bloc, le contenu d'un bloc, la barre d'espacement sur le clavier ne peut plus vous servir évidemment à bouger le document dans sa fenêtre. Vous êtes obligé d'utiliser la touche Alt à la place pour faire appel à la petite main qui permet de bouger. D'accord? Donc, touche Alt permet de bouger le contenu dans la fenêtre, malgré que je suis avec l'outil texte, parce qu'évidemment, la barre d'espacement n'est plus utilisable dans cette configuration-là, ça mettrait des espaces dans le texte. Donc c'est la touche Alt à la place. Alors, on va aller insérer des images dans le flux du texte. Alors il faut savoir que les documents longs peuvent être constitués entièrement de pages qui sont liées comme ça. C'est extrêmement intéressant de travailler comme ça. Vous avez un document de 200 pages. Les 200 pages sont liées. Ça veut dire que si à un certain moment, vous voulez insérer une image dans le flux du texte, elle va forcément prendre de la place. Le texte va être poussé. Mais ce n'est pas un problème. Vous n'allez pas devoir changer les 200 pages qui suivent ou les 150 pages qui suivent. Ça va être automatique. C'est un flux. Il faut considérer ça comme une espèce de flux, une rivière qui coule d'un bloc à l'autre. Si vous supprimez une partie, ça remonte, donc c'est vraiment idéal. Si on ne travaille pas comme ça, si on ne travaille pas avec du chaînage entre les blocs, entre les pages, c'est la catastrophe dès qu'on veut modifier les choses. Si on supprime un article ou qu'on veut en rajouter un, ça chamboule tout. Donc on va aller chercher rapidement une image qu'on va enregistrer sur le disque dur. On va faire des images au format Photoshop. Donc voilà, je vais aller dans Google. Dans Google, vous gardez la page Wikipédia ouverte là, et on va aller dans Google chercher d'autres images. Donc fichier, nouvelle fenêtre. Dans mon cas, j'avais tapé public domaine entre guillemets pour avoir une chance de trouver des images du domaine public. Alors on me demande souvent, est-ce que vous connaissez des sites qui proposent des images du domaine public? Oui, j'en connais, mais moi je conseille de passer par Google d'office. Ça vous donne accès à plein de sites, évidemment, différents. Sinon, des sites, il en existe. Hein. Je peux vous montrer, j'ai encore trouvé un truc intéressant, pas plus tard qu'hier. Donc c'est dans Wikipédia, à cette adresse-ci. Il vous donne une liste de sites qui proposent des images du domaine public que vous pouvez utiliser pour illustrer vos articles que vous rédigez dans Wikipédia. Donc voilà, collection générale, il y en a plein. Hein. Collection des gouvernements. Savoir que par exemple les images de la NASA, il y en a plein qui sont libres de droit, enfin du domaine public. Ça peut être intéressant. Les collections par sujet. Bon là, c'est quand même assez exhaustif, il y en a plein. Mais de toute façon, par Google, vous allez trouver ces images-là aussi. L'intéressant par Google, c'est que vous y allez par sujet. Donc je passe à la rubrique images. Je vais demander, pour bien faire, les images les plus grandes. Et ça n'a pas d'importance quelle image on prend ici. Bouton droit de la souris, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Voilà, je vais aller en chercher deux par exemple pour commencer.
Alors c'est pas très sympa pour les photographes, les images du domaine public. Parce que ça veut dire qu'avant, on faisait beaucoup appel aux photographes pour illustrer les documentations, les articles, etc. Et maintenant, on a des banques d'images payantes, on a les images du domaine public. Voilà. Avec le risque de trouver dans plusieurs magazines les mêmes images pour illustrer le même sujet. Mais bon. Ok, donc ici, c'est vrai que je peux enregistrer directement l'image sur le disque dur au départ du navigateur, mais je vais quand même passer par Photoshop, c'est quand même la méthode qui fonctionne le plus souvent. Parce qu'enregistrer l'image sur le disque dur, ça pose parfois des problèmes. Donc je vais dans Photoshop maintenant, je vais demander fichier nouveau. Donc, ok. Ah oui, j'ai intérêt à dire, bon, les couleurs, ça n'a pas une importance énorme pour ce qu'on va faire ici, mais j'ai intérêt à dire de ne pas gérer les couleurs de ce document. Ok. Puis d'y coller l'image, puis de faire attribuer un profil sRGB. Ok, bon. Voilà donc l'image, qui n'est pas encore sur le disque dur, mais qui va y être. Alors, quel nom je lui donne? Ce serait peut-être intelligent d'aller voir ici dans Google et d'aller voir le nom qu'a l'image. Voilà, je vais faire un copier-coller simplement comme ça. Donc, enregistrer sous. Au format Photoshop, donc. Oui, les disques durs ont tendance à se mettre en veille, en fait. Pour économiser, pour qu'ils aient une durée de vie plus longue. Les disques durs, ils arrêtent de tourner. Et parfois, quand on revient dans une boîte d'enregistrement, ça prend du temps pour relancer le disque dur. Ça peut être désactivé, hein, cette mise en veille des disques durs. On peut faire en sorte qu'ils tournent en permanence. Comme ça, vous n'attendrez jamais quand vous en faites un enregistrement. Ils seront toujours prêts à recevoir le fichier. Voilà. Donc je vais aller voir l'autre. Copier l'image. Dans Photoshop. Fichier nouveau. Il y a des manières plus rapides de faire, mais ici, voilà. Donc, quel nom est-ce qu'elle a ici? Je vais aller piquer le nom ici. Voilà, j'ai deux images donc sur le disque dur. J'ai pas trop fait attention à la dimension en centimètres, j'ai pas été corrigé ça, mais ça n'a pas une importance énorme. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce qu'on a fait tout à l'heure, image, taille de l'image, allez faire en sorte qu'elle soit moins grande que ça. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire de le faire dans Photoshop à l'avance. Ok. Donc, de retour dans InDesign, je vais créer un bloc spécial. Je vais créer... non, je ne vais pas créer de calque spécial parce que dans un premier temps, nous allons mettre les images dans le bloc texte. Donc, je vais les mettre sur le calque bloc texte. Elles vont être dans le flux du texte. Donc, fichier importé. Ok, je vérifiais que l'option remplacer l'élément sélectionné n'était pas cochée, mais vu que c'est un bloc texte, il ne peut pas de toute façon remplacer le texte par l'image. C'est un bloc texte. Donc je vais aller activer les deux images ici. Ah oui, au fait, dans mon dossier, je fais un classement par date de modification. Comme ça, je trouve rapidement les derniers fichiers que j'ai créés. Parce que si c'est un affichage par nom, ben, c'est par ordre alphabétique et je dois réfléchir. Je dois regarder les dates. Donc, date de modification, c'est intéressant. Et alors évidemment, un affichage par liste, pas par icône. Ça, c'est pas assez pro. Ça peut servir, mais la plupart du temps, vous allez travailler par liste. Ok, donc les deux images qui ont été créées, je les ouvre. Elles sont toutes les deux dans le curseur. On voit qu'il y a deux images dans le curseur. Et je vais les tracer à côté, ici, sur le plan de travail. Voilà la première. Voilà la deuxième. Et puis, je vais les transférer dans le flux du texte. Donc,
je sélectionne avec la flèche noire la première image ici. Je fais un coupé, commande X sur le Mac, CTRL X sur le PC. Et je vois que j'ai des paragraphes vides. Ils vont me servir. Sur un paragraphe vide, je vais aller coller l'image. Donc, avec l'outil texte, je clique dans un paragraphe vide, on voit, hein, c'est une balise de paragraphe avec aucun texte avant. Et je fais commande V. Et voilà, j'ai collé l'image dans le flux du texte. Donc, voilà la première image. Je vais aller transférer l'autre image. Donc, toujours la flèche noire, je clique, commande X, et puis je vais l'insérer. Peu importe si ça ne correspond pas au texte, évidemment. On n'est pas en train de faire un document qui va réellement être imprimé et utilisé. Voilà. Donc j'ai des images qui sont dans le flux du texte. Très intéressant. Ça veut dire que si je supprime du texte à un certain endroit ou si j'en ajoute, elles vont suivre. Par exemple, si je vais chercher dans Wikipédia un autre paragraphe, comme ceci, commande C, je reviens dans InDesign, je vais aller créer un paragraphe vide pour le texte que je vais coller. Donc je me mets ici à la fin d'un paragraphe, j'enfonce la touche Entrée sur le clavier, et vous voyez que j'ai créé un paragraphe vide et je colle dedans. Ben, ça a repoussé l'image là, et puis sur la page suivante, l'autre image est passée. Et puis on va formater ça, on va faire un titre général, des sous-titres et des titres de troisième niveau, donc des sous-sous-titres. Et on va éviter de souligner les titres, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait plus depuis longtemps en typographie, souligner les titres. Même si techniquement c'est encore possible de le faire. Les images sont dans un paragraphe. On est d'accord, on a la balise de fin de paragraphe qui est là. Et on va pouvoir les formater aussi, leur donner un aspect, un positionnement, etc., avec les attributs de paragraphe. Bon, on peut commencer par là. Allez, avec l'outil texte, je vais sélectionner l'image ici. OK ? Donc je me mets à la fin, à la droite de l'image, là où j'ai le curseur qui est en train de clignoter, vous le voyez, c'est discret. Hein. Donc cliquez et glissez vers la gauche, l'image est sélectionnée, et par exemple je peux la centrer ou la décaler un peu vers la gauche. Allez, on va la décaler vers la gauche, avec ici l'espace, la marge gauche des paragraphes. Donc palette paragraphe, menu texte paragraphe, et on peut dire que les images vont systématiquement être à 14 mm du bord du bloc, du bord intérieur du bloc. Je peux leur mettre un espace avant et un espace après. Voilà l'espace avant. Si je veux aller plus vite, touche majuscule. L'espace après. Voilà. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Et ce formatage de paragraphe, je peux en faire un style pour l'appliquer sur n'importe quelle image par la suite. Donc, menu texte, style de paragraphe. Donc je vois qu'actuellement c'est le paragraphe standard modifié. Donc le style utilisé par cette fleur, par cette image, c'est paragraphe standard modifié. Le petit signe plus me dit que ça a été modifié. Oui, quand je survole, il m'indique même quelles sont les modifications. Retrait à gauche 14 mm, espace avant 10 mm, espace après 10 mm. Donc je fais un nouveau style de paragraphe dans le menu de la palette style de paragraphe. Et je vais indiquer que c'est image dans le flux du texte, par exemple. Voilà. Alors je vais cocher ceci. Comme ça, ça va m'éviter de devoir appliquer le style. OK ? Si vous cochez appliquer le style à la sélection, d'office, le paragraphe qui est sélectionné là
utilise le style qu'il a créé. Si vous n'aviez pas coché ça, il faudrait manuellement cliquer pour lui appliquer. Et donc je vais pouvoir aller rapidement sur l'autre image, je clique à la fin de l'autre image et je clique sur le style de paragraphe. Et voilà. Donc vite fait, bien fait. Donc les styles de paragraphe servent pour formater les images dans le flux du texte. Donc la dimension des images peut encore être modifiée par la suite, mais attention, dans ce cas-là, il faudra la sélectionner non pas avec l'outil texte, mais avec l'outil flèche noire. Ensuite, outil de transformation manuelle qui va modifier à la fois le bloc de l'image et le contenu. Ça, on doit connaître. Normalement, ça a été vu au niveau 1 de InDesign. Donc, touche majuscule pendant que je fais ça, sinon ça écrase. C'est donc touche majuscule pour garder les proportions et je peux modifier les dimensions avec l'outil de transformation manuelle. Voilà, et ça peut même dépasser du bloc. Ça ne pose pas de problème technique. Si à un certain moment elle disparaît, non, elle passe à la page suivante simplement. Ok? Donc il n'y a rien qui l'empêche de dépasser du bloc, mais bon, on va éviter peut-être. Voilà, et vous savez que si vous voulez recadrer, c'est la flèche noire pour recadrer. Donc ça, c'est la bête noire des utilisateurs d'InDesign qui n'ont pas eu de formation. Ils essayent de redimensionner une image avec la flèche noire, mais ça sert à recadrer, pas à redimensionner. On est d'accord? Pour redimensionner, c'est l'outil de transformation manuelle. Alors, cette image a été recadrée. Vous savez qu'avec la flèche blanche, je peux aller dessus et bouger l'image dans sa fenêtre, dans son bloc. Je peux aussi la redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Bon, ça, c'est du b.a.-ba de InDesign, en fait. Hein. C'est des choses qui, normalement, doivent être connues. On peut aussi tourner. En plus de redimensionner. Ok. Et alors, quand je veux redimensionner à la fois le bloc et l'image, donc je sélectionne d'abord avec la flèche noire, donc le contenu et le contenant sont sélectionnés, puis outil de transformation manuelle, et là je peux aller agrandir avec la touche majuscule pour que ça reste proportionné. Ce sont des images qui viennent du net, mais au niveau impression, il n'y aura aucun problème parce qu'on ne les utilise pas en très grand. Donc je vous rappelle rapidement, si je clique avec la flèche blanche sur l'image, je vois ici son taux de réduction, 6,01. C'est les pourcentages de réduction par rapport au centimètre qu'elle avait dans Photoshop. Ici dans Photoshop, si je vais dans Image, taille de l'image, je vois qu'elle avait... Oh, elle était grande celle-là. 137 cm sur 91. Pour arriver à la voir comme ça dans InDesign, elle a dû être réduite à 6% de sa taille. Ok? Donc, si je reprends ma petite calculette, quelle est la résolution de cette image dans le document InDesign? Donc, on a une image à 72 pixels par pouce. Je vais faire diviser par 0,06. Les pourcents, je dois les indiquer après la virgule. Donc 0,6, 0,1. Voilà, égal. Donc elle a une résolution de 1198 pixels par pouce. Donc c'est très très largement suffisant. Donc normalement, pour les impressions de plus haute qualité, vraiment top qualité, c'est 450 pixels par pouce qu'il faut pour les images. Pour les impressions courantes, en offset, 300 pixels par pouce. Pour les impressions jet d'encre, 150 pixels par pouce. Donc vous voyez qu'on est largement au-dessus de la qualité nécessaire. Donc les images du web, si on ne les utilise pas en trop grand, on peut les utiliser dans des documents, même sérieux. Bon, donc pour la suite, on va formater les différents titres. On va se débarrasser des doubles retours de paragraphes. On va faire les espaces entre les paragraphes grâce au style de paragraphe. On va insérer un logo dans le texte, parce qu'on a inséré une image sur un paragraphe, mais on peut aussi insérer une image dans le flux du texte. Mais évidemment, ça n'a de sens que si elle est petite. Parce que si elle est grande, ça va faire un truc comme ça.
donc c'est foireux. Si elle est petite, ça ira. Voilà, comme ça. Mais bon, ce sera plutôt un logo qu'une image qu'on mettra. Donc je supprime ça. On verra qu'on peut faire du rechercher remplacer si on a le nom de la marque à différents endroits et qu'on veut le logo de la marque. On va utiliser un rechercher remplacer qui sera sans doute de type grep. Il faudra mettre quelque chose dans le presse-papier et ça marchera. Et plus tard, on verra qu'on peut mettre les images sur le côté. C'est pour ça que j'ai laissé un espace ici, c'est pour mettre les images dans le flux du texte, mais sur le côté. On va les décaler. C'est tout à fait possible de le faire. Elles seront attachées à une balise qui sera dans le flux du texte. Et on pourra décider de la distance de l'image par rapport à la balise, enfin par rapport au bord du bloc plutôt. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour plus tard.